Jetez un œil à ces pierres. À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca. Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors, comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3, la plus plausible. Il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables. Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé? Ou à d'autres fins, qui sait? Alors bienvenue au Costa Rica. Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iki. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille, créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Ikis étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant JAC. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale. Et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses, des pierres rondes, des pièges de pierre pour capturer des animaux, et encore de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket. Et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il? Comme pour le reste,
les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques tels que les éclipses lunaires ou solaires. Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, il existe un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord, les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent. Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture ?» Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention, le texte est absolument incompréhensible. Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt. Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran. Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930, lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pense que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Des pas résonnèrent derrière lui. Le cœur battant la chamade, il bondit vers la statue imposante, de ses doigts cherchant la crevasse dissimulée. Le temps pressait. Il l'enfonça au moment où les cris se rapprochaient. Il respira profondément, son cœur comme un tambour. Puis il courut, disparaissant dans l'obscurité, laissant son secret enfoui dans la pierre, en attente d'être découvert. Au cours de l'histoire, les statues n'ont pas seulement été les gardiennes silencieuses du passé. Elles ont aussi servi de cachette, certains objets disparaissant pour toujours, d'autres découverts au hasard des fouilles. Découvrez leurs secrets les plus mystérieux. En 2016, alors que des experts australiens préparaient une statue vieille de 645 ans pour une vente aux enchères, ils découvrirent qu'elle abritait un secret.
un billet de banque ancien dissimulé à l'intérieur de sa tête creuse. Émis en 1371 sous l'empereur Zhou Yuanzheng, le billet valait 1000 pièces de cuivre ou 28 grammes d'argent. Plus frappant encore, il portait un avertissement sinistre. Malgré que la statue ait eu plusieurs propriétaires, personne n'eut connaissance de ce billet pendant des siècles. Rare vestige d'une époque où la monnaie en papier était encore une nouveauté, ce billet fut rapidement mis aux enchères, poursuivant son voyage à travers le temps dans le monde moderne. Les statues sont devenues plus que de simples symboles. Elles étaient à présent les gardiennes et conservatrices de l'histoire, et parfois même des outils salvateurs. En 2017, des experts en restauration qui travaillaient sur une statue du XVIIIe siècle en Espagne firent une découverte remarquable. Dissimulées dans l'intérieur creux de la statue se trouvaient 2 lettres écrites en 1777, offrant un aperçu de la vie quotidienne, des coutumes locales et de l'économie de l'époque. De manière similaire, en 2023, lors de rénovations à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, une boîte fut découverte à l'intérieur du socle de marbre d'une statue représentant le héros Tadeusz Kościuszko. Placée là il y a presque 200 ans, cette capsule temporelle nous offre un lien tangible avec le passé riche en histoire de l'institution. Le mystère entourant les statues et leur potentiel à dissimuler des secrets s'étend à certains des monuments les plus emblématiques du monde. Peu d'endroits sont aussi enveloppés de mystères que le Grand Sphinx de Gizeh. Pendant des siècles, archéologues, historiens et explorateurs ont spéculé sur ce qui pourrait être caché sous sa massive silhouette de calcaire. Certaines personnes pensaient que le Sphinx dissimulait la légendaire salle des archives, une hypothétique bibliothèque contenant un savoir ancien, peut-être même la sagesse perdue de l'Atlantide. Ces dernières années, les avancées technologiques des radars à pénétration de sol ont révélé des cavités sous le Sphinx, amenant de nombreux experts à croire que la statue pourrait cacher des chambres ou des passages encore inconnus, certains éventuellement liés à des tombes royales ou à des structures souterraines. L'existence potentielle de chambres cachées sous le Sphinx captive notre imagination depuis des générations. Mais ce qui est peut-être encore plus intriguant, c'est le travail récent, effectué par des chercheurs de l'Université de New York, qui ont étudié les forces environnementales qui ont façonné le Sphinx. Après avoir modélisé l'impact des vents anciens, les chercheurs ont pu conclure que le Sphinx avait été initialement formé par une érosion naturelle, avant que les humains ne perfectionnent davantage sa forme. De telles révélations ouvrent de nouvelles voies pour comprendre la fonction du monument, ainsi que l'importance culturelle et spirituelle qu'il détenait à l'époque. Les anciens Égyptiens vénéraient Sobek, le dieu à tête de crocodile représentant la puissance et le Nil, et momifiaient souvent des crocodiles pour lui rendre hommage. Ces créatures étaient déplacées dans des temples ou des tombes en tant qu'offrande aux dieux ou pour garantir un passage sûr vers l'au-delà. Récemment, un groupe de chercheurs s'est lancé dans une étude intéressante sur un crocodile momifié par les embaumeurs égyptiens. Ils ont utilisé un scanner qui leur a révélé toutes sortes de détails fascinants sur la façon dont ce crocodile avait vécu et ce qui était arrivé à son corps par la suite. Pour les anciens Égyptiens, les animaux n'étaient pas simplement des compagnons domestiqués. Ils jouaient un rôle majeur dans leurs rituels, servant de passerelle entre les humains et les dieux. Les faucons, par exemple, étaient associés à Horus, la divinité solaire, car leur vol les rapprochait du soleil. Les chats étaient liés à Bastet, déesse mère féroce et protectrice. Les crocodiles étaient parmi les animaux que l'on momifiait le plus souvent. On considérait ces reptiles comme des symboles de Sobek, le seigneur du Nil, dont la présence annonçait la crue annuelle qui apporterait l'eau et le sol fertile nécessaires à l'agriculture. Dans le passé, l'étude de tels artefacts risquait souvent d'endommager la momie, mais grâce aux techniques d'imagerie moderne, les chercheurs ont pu examiner le crocodile sans l'abîmer. Les radiographies et les scanners ont révélé que le système digestif du crocodile était rempli de petites pierres appelées gastrolites, que les crocodiles ingèrent souvent pour faciliter leur digestion et maintenir leur flottabilité. Au milieu de ces pierres, ils ont aussi trouvé un hameçon en métal et un poisson. Cela suggère que ces grands crocodiles momifiés étaient capturés dans la nature à l'aide d'hameçons et de poissons. Cela correspond à ce que les historiens grecs anciens ont écrit sur la vie en Égypte. Enfin, presque. Les Grecs croyaient que les Égyptiens utilisaient des porcs pour attirer les crocodiles.
Ainsi, comme vous l'avez remarqué, les chercheurs et les archéologues utilisent des technologies de pointe et un travail pratique minutieux pour découvrir les secrets des civilisations anciennes. Le processus commence par des relevés utilisant des radars à pénétration de sol et la numérisation 3D pour détecter des chambres cachées, des tunnels ou des anomalies sous la surface. Une fois un site prometteur identifié, une excavation soigneuse commence. Les couches de sol et de débris sont retirées lentement, afin que rien ne soit endommagé ou perdu. Une exposition au Rijksmuseum à Amsterdam présente une remarquable statue tibétaine du XVe siècle, en cuivre doré, de Guya Samaja Akshobhya. Cette figure, qui symbolise l'unité des forces opposées et un état supérieur d'éveil spirituel, était auparavant inconnue de la collection du musée. Une étude récente de cette statue a révélé des reliques et des parchemins cachés à l'intérieur de sa structure creuse, offrant des perspectives profondes sur les pratiques religieuses de l'époque. L'exposition présente plus de 75 chefs-d'œuvre d'Asie, parmi lesquels la statue récemment acquise de Guya Samaja Akshobhya, et met en lumière le savoir-faire complexe et la signification spirituelle enracinée dans de tels artefacts. Au cœur de Vérone, un secret était caché depuis des décennies à l'intérieur de la statue en bronze de Juliette. Sculptée en 1969, elle est devenue un symbole de l'amour, et de nombreux visiteurs viennent la toucher en quête de romance et de chance. Mais sous sa surface polie, Juliette cachait quelque chose d'extraordinaire. Au fil du temps, ses caresses ont formé de minuscules fissures dans sa surface. Les amoureux du monde entier glissèrent des lettres à l'intérieur de ces fissures, des confessions, des supplications désespérées, des promesses éternelles. Certains y jetaient des clés, scellant leur amour, avec des cadenas devenus alors impossibles à ouvrir. En 2014, des experts en restauration ont fait une découverte surprenante. Alors qu'ils travaillaient à réparer la statue, ces centaines de déclarations d'amour et de clés rouillées ont été mises au jour. Tous ces vœux oubliés enfermés dans le corps de Juliette. Les statues servent souvent de symbole pour le pouvoir et la force. Cependant, ces derniers temps, les statues ont également été utilisées pour transmettre des messages aux générations futures. Le concept de capsule temporelle, un objet ou une collection d'objets placés dans un conteneur scellé puis enterré ou caché pour être découvert plus tard, a une longue histoire. Et à l'époque moderne, les statues étaient parfaites pour servir de capsule. Elles permettaient aux gens de communiquer avec les générations futures d'une manière très concrète. En 2014, alors que des ouvriers retiraient avec précaution un lion doré au sommet de l'ancienne maison d'État de Boston pour une restauration, ils ont fait une découverte surprenante. Quelque chose cliquetait à l'intérieur de sa tête creuse. Un article du Boston Globe de 1901 mentionne une capsule temporelle cachée. Mais au fil des ans, l'histoire a été oubliée. Puis, un descendant du sculpteur a découvert une lettre et a appris la vérité. À l'intérieur de la tête du lion se trouvaient des journaux, des photographies, des autographes et des lettres appartenant à un passé lointain, des messages scellés pendant plus d'un siècle. Lorsque la capsule fut ouverte, c'était comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Les autorités ont prévu de poursuivre cette tradition en ajoutant des artefacts modernes avant de refermer la tête creuse du lion afin que ses trésors soient redécouverts au XXIe siècle. Nous ne savons pas si elles l'ont réellement fait, cependant. Les progrès des technologies d'imagerie ont permis aux chercheurs de dévoiler des détails cachés dans des sculptures célèbres sans les endommager. En 2014, des experts en restauration au Mexique ont fait une découverte en examinant une statue en bois vieille de 300 ans. De véritables dents humaines étaient cachées sous son visage serein. Cette révélation n'a pas été faite par la fouille, mais par la technologie. Lorsque les préservationnistes ont pris une radiographie de la statue, s'attendant à trouver des détails structurels, ils ont vu une denture parfaite, intégrée dans la bouche. Contrairement à d'autres statues historiques de la région, qui contenaient parfois de vrais cheveux que les gens avaient donnés aux statues, cette découverte était complètement inattendue. Un dispositif antique, comparable à un ordinateur, est resté immergé et inerte durant des millénaires. Lorsqu'il fut exhumé au début du XXe siècle, on le prit à tort pour un insignifiant assemblage de bois et de métal. Ce n'est qu'après une analyse rigoureuse que la machine denticitaire ébranla notre vision des anciens Grecs, ainsi que celle de leur compréhension du ciel. Peut-on véritablement parler d'un ordinateur? Tout dépend de la définition que vous en donnez. L'on sait que le premier appareil mécanique de ce genre fut conçu en 1822, avec pour seule fonction d'assister dans des calculs élémentaires.
Le mécanisme denticitaire, quant à lui, ne dispose ni d'écran ni de clavier. Il se compose de 3 fragments de bronze finement travaillés, des engrenages, semblables à ceux d'une horloge, et un anneau gradué rappelant un rapporteur. Aucun autre objet comparable ne remonte à une époque aussi reculée. Ce n'est qu'après l'invention des rayons X que les chercheurs purent commencer à percer les secrets de cet artefact. Ils découvrirent bientôt que le mécanisme denticitaire servait sans doute à observer la trajectoire des astres. Son fonctionnement reposait sur un réseau complexe de petits engrenages, dissimulés dans un coffret de bois. Non pas pour mesurer l'heure, mais pour anticiper les phénomènes célestes. Il offrait à son utilisateur une vision inédite de la position du Soleil, de la Lune et des planètes à un moment donné. L'actionnement d'un bouton suffisait à le mettre en marche, révélant la danse des corps célestes. L'un des aspects les plus énigmatiques de cet objet est la présence de ces curieux pointeurs planétaires. Aujourd'hui, il est admis que les mouvements des planètes s'expliquent par leur orbite autour du Soleil. Or, certains soutiennent que les astronomes grecs de l'époque n'auraient pas atteint un tel degré de connaissance. Quelques penseurs de la Grèce antique avaient bien formulé l'hypothèse d'un soleil occupant le centre de l'univers connu. Toutefois, cette idée resta marginale. Et pour cause, si la Terre tourne sur elle-même tout en gravitant autour du soleil, pourquoi n'en ressentons-nous aucun mouvement? Il est possible que certaines pièces du mécanisme denticitaire reposent encore au fond des eaux, et que d'autres aient disparu à jamais. Dès lors, la finalité de cet instrument pourrait demeurer à jamais hors de notre portée. La version officielle concernant la première pile, elle aurait été inventée aux alentours du XIXe siècle. Ce dispositif reposait sur une alternance de disques de cuivre et de zinc, séparés par un morceau de tissu, le tout plongé dans un composé chimique permettant la conduction électrique. Pourtant, certains archéologues affirment avoir exhumé une pile 10 fois plus ancienne, connue sous le nom de pile électrique de Bagdad. Il se pourrait donc que les prémices de cette technologie aient discrètement traversé les âges sous nos yeux. De prime abord, la pile de Bagdad pourrait aisément passer pour un simple pot d'argile. Ce qui la distingue, ce sont ses composants. Un agencement d'éléments insolites enchâssés les uns dans les autres. En son sein se trouvait un cylindre de cuivre entourant une tige de fer, laquelle aurait traversé le couvercle du vase. L'artiste archéologue à l'origine de cette découverte singulière n'a jamais rédigé de rapport détaillé sur le contexte, le lieu ou les circonstances exactes de sa trouvaille. Toutefois, la théorie la plus répandue voudrait que cet objet ait été mis au jour dans la région de l'actuel Bagdad, en Irak. Un autre point sur lequel la plupart des experts s'entendent, cette batterie remonterait à l'ancienne cité de Ctésiphon. Son âge demeure néanmoins incertain. Certains estiment qu'elle date de plus de 2 millénaires. D'autres lui attribuent une ancienneté d'à peine 14 siècles. Même selon cette estimation la plus récente, elle précède de loin l'invention officielle de la pile électrique, qui ne remonte qu'à quelques centaines d'années. En l'absence de toute archive traitant de l'artefact, il est possible que nous ne découvrions jamais sa fonction. Mais alors, d'où vient l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'une pile? Cette interprétation repose sur la présence de 2 métaux, au potentiel électrochimique distinct, un principe fondamental dans le fonctionnement des batteries. On a également relevé des indices suggérant que ce récipient contenait autrefois une solution ionique, agissant comme électrolyte, l'élément essentiel au transport du courant électrique dans toute pile. L'analyse des traces de corrosion sur le pot suggère qu'il aurait pu renfermer un liquide proche du vinaigre. Même en admettant qu'il s'agisse bien d'une pile archaïque, elle n'aurait produit qu'un faible courant, 1 volt tout au plus. Les civilisations anciennes ne disposaient ni de téléviseurs, ni d'appareils ménagers, alors pourquoi auraient-elles eu besoin de batteries? De nombreuses théories ont vu le jour. À travers les âges, diverses cultures ont expérimenté les propriétés curatives de l'électricité. Les Grecs, par exemple, apaisaient certaines douleurs en posant des anguilles électriques sur leurs pieds. Une autre hypothèse fascinante avance que ces piles auraient été dissimulées dans des statues afin d'y provoquer un léger bourdonnement, conférant ainsi une aura mystique au rituel spirituel. Certains suggèrent également que ce dispositif aurait servi au plaquage de métaux, notamment pour dorer des objets, une technique courante chez les bijoutiers d'autrefois. Et s'il ne s'agissait pas d'un générateur d'électricité, peut-être n'était-ce qu'un contenant destiné à protéger des parchemins. Dans ce cas, la tige de fer aurait joué le rôle d'axe, autour duquel on aurait enroulé le manuscrit avant de l'introduire dans le cylindre de cuivre. Dans d'autres régions du globe, c'est une modeste pièce de monnaie qui semble avoir défié les lois du temps. En 1957, un archéologue amateur fit une découverte intrigante dans le Maine états-unien.
un fragment métallique qu'il prit d'abord pour une banale pièce anglaise du XIe siècle. Ce n'est que 2 décennies plus tard, en 1978, qu'un magazine local décida de publier un article à son sujet, intitulé « Les Anglais ont-ils été les premiers à découvrir l'Amérique ?» Un expert londonien en numismatique, après un simple coup d'œil, comprit que la pièce n'avait rien d'anglais. Il s'agissait, selon lui, d'un penny scandinave datant de la fin du XIe siècle. Mais comment une monnaie viking aurait-elle pu aboutir dans le Maine? Un spécialiste norvégien, venu examiner la pièce de près au musée d'État du Maine, confirma son authenticité. Le mystère reste entier quant à la façon dont elle y est parvenue. Certains pensent qu'elle aurait circulé de main en main au gré des routes commerciales, jusqu'à atteindre les rivages nord-américains. D'autres évoquent la possibilité d'un ancien peuplement viking encore inconnu. Mais quelques sceptiques soulignent des zones d'ombre. L'homme qui a trouvé la pièce entretenait des relations qui auraient pu lui permettre d'acquérir un penny norrois par des moyens détournés. Il faut aussi rappeler que, durant la même période, de nombreux canulars liés aux Vikings circulaient. Pourtant, l'idée que des navigateurs nordiques aient exploré l'Amérique n'est pas née d'hier. Les sagas islandaises l'évoquent depuis longtemps. Ce n'est qu'à la suite de la mise au jour d'un site archéologique à Terre-Neuve que cette hypothèse commença à être prise au sérieux. Cela dit, cette découverte ne permet toujours pas d'attester l'authenticité de cette fameuse pièce. La ville texane de Rockwall est réputée pour sa scène musicale et son atmosphère conviviale, propice aux familles. Toutefois, elle tire son nom d'une étrange formation géologique encore nimbée de mystère. Sous le sol de cette ville s'étend un assemblage de roches dures, empilées de manière si régulière qu'elles évoquent une imposante muraille minérale. Depuis plus de 150 ans, cette structure énigmatique intrigue et alimente les spéculations. S'agit-il d'un vestige laissé par une civilisation ancienne, témoignage oublié de son savoir-faire? Ou bien est-ce qu'un phénomène naturel, patiemment façonné par les forces telluriques au fil des ères géologiques? Cette formation a été observée en plus d'une dizaine de lieux répartis autour de la ville, aussi bien en surface qu'en profondeur. Dans leur quête de réponse, les chercheurs ont soumis les pierres formant cette prétendue muraille à divers examens scientifiques. Dès 1901, un géologue avait proposé que l'ensemble n'était qu'une digue de grès née d'un processus naturel. Les recherches menées depuis ont abondé dans ce sens, et des spécialistes de l'Université du Texas à Dallas ont confirmé que ces roches se sont lentement formées sur des millions d'années, à partir de dépôts sédimentaires qui se sont consolidés avec le temps. En dépit de ce consensus, certains persistent à croire que la formation de Rockwall dissimule un autre secret. Depuis des décennies, circulent des récits évoquant des marches, des voûtes, voire de véritables couloirs, appuyés par d'anciens articles de presse et par le folklore local. On affirme y avoir distingué d'étranges gravures, tandis que d'autres prétendent avoir découvert, enchâssés dans la roche, de mystérieux fragments métalliques. L'explication la plus rationnelle voudrait que ces escaliers et ces arches ne soient même que le fruit de fractures naturelles de la roche, générant des formes analogues. Quant aux objets métalliques mentionnés, il s'agirait, selon les scientifiques, de simples concentrations de minéraux riches en fer. Nulle preuve tangible d'une intervention humaine. Que la formation de Rockwall soit l'œuvre de mains anciennes ou une merveille de la géologie, elle demeure un élément emblématique du patrimoine et de l'identité de cette ville. Peux-tu me dire quelle date nous sommes aujourd'hui? Rien de plus simple. Il te suffit de regarder ton smartphone et le tour est joué. Tu connais immédiatement le jour, le mois et l'année. Mais a-t-il toujours été aussi facile de connaître la date? Nos ancêtres avaient-ils même le concept d'une année qui dure 365 jours? Oui et non. Les calendriers mayas, eux, avaient des cycles. C'est proche de ceux que nous appelons une année. Mais le cycle maya était beaucoup plus long. 819 jours. Et c'est là que le mystère commence. 819 jours par rapport à quoi? Quand ce calendrier commence-t-il et quand se termine-t-il? Les scientifiques se posent cette question depuis des décennies. Ils ont découvert et déchiffré le calendrier maya dans les années 1940. Récemment, 2 scientifiques américains, John Linden et Victoria Bricker, ont proposé une solution. Qu'ont-ils fait de différent de leurs prédécesseurs? Le duo a déchiffré le code en élargissant sa réflexion. Ils ont étendu ce calendrier de 819 jours à 45 ans. C'est 20 fois plus long que le cycle original. Et une certaine logique a commencé à émerger. Il s'agit d'une avancée majeure, car les Mayas mesurèrent le temps d'une manière très complexe. Oublie les chiffres arabes, faciles à lire, dont nous disposons aujourd'hui. Ces peuples anciens utilisaient des glyphes. Il s'agit de minuscules images représentant des caractères.
un peu comme les icônes sur ton bureau ou les symboles universels. Lorsque tu vois un petit point surmonté de 3 lignes courbes, tu sais qu'un réseau Wi-Fi est disponible. Le calendrier Maya utilisait des glyphes qui représentaient des animaux ou des phénomènes naturels. Par exemple, il y avait des symboles représentant un jaguar et un aigle. Chaque glyphe marquait un jour. Chaque cycle est répété 4 fois, soit 819 jours x 4. Appelons ces 4 cycles des blocs. Les Mayas coloraient chaque bloc différemment. Les chercheurs pensaient que ces couleurs correspondaient aux 4 points cardinaux. Le rouge correspondait à l'est, le blanc au nord, l'ouest au noir, et, enfin, le jaune indiquait le sud. Puis les années 1980 sont arrivées. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas la décennie la moins étrange. Il s'est avéré que ces calculs étaient erronés. Les chercheurs ont alors déterminé que les couleurs étaient associées à la position du soleil dans le ciel. Ainsi, la couleur jaune représentait le point le plus élevé du soleil, autrement dit son zénith, et le blanc représentait son point le plus bas, appelé nadir. Il semble donc que ce calendrier ait montré à quel point les anciens Mayas étaient doués pour l'astronomie. Ceci est particulièrement évident à Chichén Itzá. Cette cité maya de premier ordre est située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Une impressionnante pyramide à degrés s'y dresse. Elle est dédiée à Quetzalcoatl, la divinité serpent à plumes, et son alignement est parfait. 2 fois par an, il s'y produit quelque chose de merveilleux, lors des équinoxes de mars et de septembre. Ce sont ces moments où le soleil se trouve directement au-dessus de l'équateur. À ces 2 dates, le jour et la nuit durent dans le même temps. Sur le site de la pyramide, la lumière du soleil éclaire d'abord la sculpture de la tête de serpent à la base de la structure. Puis elle gravit les 91 marches. Cela crée l'illusion qu'un serpent arpente la pyramide. Aujourd'hui encore, les gens se rassemblent pour assister à ce spectacle. Celui-ci devait être encore plus impressionnant au moment où les Mayas ont achevé la structure, entre 1050 et 1300 après JC. Et sais-tu ce qu'est une période synodique? Moi non plus, mais les astronomes mayas, eux, le savaient. Une période synodique est le temps qui s'écoule avant qu'un corps stellaire ne fasse un tour complet. Par exemple, il s'agit de la période entre 2 pleines lunes. Depuis la Terre, cette période dure environ 28 jours. Les Mayas observèrent le ciel en permanence. Ils consignaient soigneusement les périodes synodiques de toutes les planètes. De Vénus à Saturne, ces astronomes anciens ont recensé presque tous les corps célestes. Mais quel est le rapport avec leur calendrier? Les calculs des chercheurs américains ont révélé le lien. Prenons l'exemple de la planète la plus proche du Soleil, Mercure. Sa période synodique est de 117 jours. Multiplie ce chiffre par 7 et tu obtiendras quel nombre? 819. Exactement. Une coïncidence? Certainement pas. Car les périodes synodiques des autres planètes correspondent aussi parfaitement à ce nombre magique. Mais cela n'est pas visible à partir d'un seul cycle maya. Les scientifiques ont dû l'étendre plusieurs fois pour découvrir cette configuration. Il y a une raison pour laquelle personne n'a pu déchiffrer le code pendant si longtemps. On ne s'est concentré que sur une seule planète. L'astuce consistait à additionner les calculs mayas pour chacune des planètes. Les chercheurs devaient simplement avoir une vue d'ensemble. Cela nous amène à l'année 2012. Te souviens-tu que certains pensaient que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre? Il s'est avéré que ça n'a pas été le cas. Nous sommes aujourd'hui en vie et en bonne santé. Mais qu'est-ce qui a lancé cette fausse rumeur? Le calendrier Maya, Pardi. 6 peuples anciens ont basé leur calendrier sur de longues périodes de toutes les planètes. Cela impliquait beaucoup de mathématiques compliquées et de multiplication. Cette date de 2012 correspondait simplement à la fin de leur cycle. C'est ce qu'on appelle le compte long, et cette période est l'équivalent de notre année grégorienne. Pour les Mayas, 2012 était un peu comme le 31 décembre pour nous. Il s'agissait simplement de la fin d'un cycle dans lequel ils mesuraient le temps. Il n'y a donc pas lieu de paniquer. Les fêtes de fin d'année sont peut-être un peu folles, mais le monde ne s'arrête pas le 1er janvier. Les Mayas ne se contentaient pas d'étirer leur calendrier. On parle bien, là, du fameux caoutchouc. Oui, tu as bien entendu. Ces peuples anciens s'étaient capables de concevoir différentes qualités de caoutchouc 3000 ans avant que le célèbre américain Charles Gould ne le fasse. Ils extrayèrent le latex naturel de l'EVA. Il s'agit d'une substance laiteuse, qui peut être transformée en caoutchouc naturel. Et ils n'étaient pas les seuls à le faire. Les chercheurs ont trouvé des preuves que leurs voisins aztèques et olmèques faisaient de même. Mais que faisaient-ils de tout ce caoutchouc? Ils n'avaient pas besoin de pneus de bagnole, ça c'est certain. Mais c'est toujours cool d'avoir une belle paire de sandales pour la plage. Les conquistadors espagnols ont écrit au sujet des chaussures à semelles en caoutchouc que portaient les indigènes. Malheureusement, les archéologues n'en ont toujours pas retrouvé. Ce serait pourtant un grand pas pour l'archéologie. Les Mayas jouèrent donc avec le caoutchouc, littéralement. Les chercheurs pensent ainsi qu'ils fabriquaient des balles en latex. 16 balles étaient particulièrement élastiques et leur taille variait de celle d'une balle de baseball à celle d'un ballon de foot. Le jeu de balle maya, ou
Pitts comportait 2 arceaux. Tu penses sûrement au basketball, mais ce n'est pas tout à fait ça. Les arceaux étaient fixés sur des murs à 7 mètres de hauteur, comparé à la norme de la NBA, qui n'est que de 3 mètres. Et ces arceaux étaient inclinés sur le côté. L'histoire des Mayas a aussi un côté sucré. Ce peuple ancien appréciait le chocolat. En fait, le mot moderne de chocolat vient probablement du mot xocolatel, issu de leur propre langue. Celui-ci signifiait « eau amère ». D'accord, on comprend la partie amère, mais pourquoi de l'eau? Les Mayas ne produisirent pas de chocolat sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Ils ne fabriquaient pas de tablettes de chocolat, ils se contentaient de le boire. Ces fèves de cacao écrasées constituaient une excellente boisson. Les Mayas ont perfectionné le mélange au fil du temps et y ont même ajouté des épices. Quelqu'un veut-il d'une boisson chocolatée piquante avec de la bouillie de poivron et de la farine de maïs? Qui sait, cette boisson avait peut-être bon goût. Les fèves de cacao étaient sacrées et servaient également de monnaie d'échange. Les chercheurs pensent par ailleurs que toutes les classes sociales pouvaient en profiter. Aujourd'hui encore, l'idée d'un chocolat gratuit pour tous semble plutôt séduisant. Mais où les Mayas se procuraient-ils de l'eau potable pour leur boisson à base de cacao? Par le plus ancien système de filtration de l'hémisphère occidental. Il était basé sur l'action des éolites. Il s'agit de minéraux contenant des composés d'aluminium et de silicone. Et devine quoi? Les purificateurs d'air et d'eau modernes utilisent toujours ce même matériau. La technologie Maya l'emporte encore une fois. En Europe, Roger Bacon a mis au point un système de filtre à sable en 1627, quelques 1800 ans après les Mayas. Mais qu'en est-il des régions dépourvues de rivières, de lacs ou de sources? Les ingénieurs Mayas avaient encore une fois tout compris. Il s'agissait d'exploiter l'eau de pluie. Ils creusaient de grands réservoirs dans la roche calcaire. Ensuite, ils enduisaient ces cavités souterraines d'une couche de matériaux étanches. La dernière étape consistait à creuser de petits canaux qui recueillaient l'eau des collines situées au-dessus. Les scientifiques ont estimé qu'un seul de ces réservoirs pouvait contenir en moyenne 38 000 litres d'eau de pluie, de quoi remplir 55 de nos jacuzzis modernes. En décembre 2012, une multitude de personnes s'alarmait à l'idée que le monde puisse s'achever dans une catastrophe. Cette peur était alimentée par le célèbre calendrier Maya. Ce système ancien de mesure du temps avait donné lieu à d'innombrables spéculations, mais l'un de ses mystères les plus intrigants restait sans doute le cycle de 819 jours présent dans certaines versions. Personne ne parvenait à en expliquer la présence ou le fonctionnement, jusqu'à ce qu'un groupe de chercheurs de Cambridge ait récemment révélé une hypothèse éclairante. Tout d'abord, comment le calendrier Maya fonctionne-t-il ? La méthode employée par cette civilisation pour décompter les jours repose sur ce que nous appelons aujourd'hui le tour du calendrier. Imaginez 3 mécanismes d'engrenage imbriqués, formant des cycles interdépendants. Le premier correspond à une année solaire de 365 jours, désignée par le terme Hab. Le second cycle se compose de 20 noms, tandis que le troisième est formé par une série de 13 chiffres, aboutissant à un calendrier sacré de 260 jours, appelé Tzolk'in. De manière comparable à notre façon de désigner une date comme le 25 décembre 2025, les Mayas nommaient leurs jours en fonction de l'alignement des 3 cycles. Par exemple, un jour pouvait être identifié comme 3 maniques et 14 pop. Il faut un cycle complet de 52 ans pour que ces 3 systèmes se synchronisent à nouveau. Après quoi, les jours recommencent à se répéter. C'est ici que les choses se complexifient davantage. Certains monuments mayas comportent des inscriptions énigmatiques mentionnant un autre cycle, le fameux compte de 819 jours. On en dénombre environ une vingtaine d'exemples, principalement découverts à des endroits tels que Palenque et Yaxchilan, au Mexique. Ces inscriptions, loin d'être anodines, suggèrent que ce calendrier renferme un secret d'importance. Les premières études ont révélé que le cycle de 819 jours était associé à 4 couleurs et aux points cardinaux qui leur correspondaient. Le noir pour l'ouest, le rouge pour l'est, le blanc pour le nord et le jaune pour le sud. Les chercheurs ont également établi que cette période de temps pouvait être subdivisée en 3 cycles distincts. Un de 9 jours, un de 7 jours et un de 13 jours. En les multipliant, on obtient 819 jours. Intriguant, certes, mais pourquoi une telle structure?
Ce système de couleurs associé aux 3 cycles semblait n'être qu'une interprétation superficielle, et les spécialistes étaient persuadés que son véritable sens nous échappait encore. Une autre observation notable des chercheurs concernait la manière dont ce curieux décompte des jours était souvent représenté. Un glyphe en forme de hydraque, accompagné d'un nombre, était utilisé, mais, dans certains cas, un glyphe symbolisant Kawil y était ajouté. Cette puissante divinité maya, fréquemment associée à la création et à la foudre, était traditionnellement représentée avec une torche émergeant de son front, symbolisant l'étincelle vitale. Dans les années 90, une étude a avancé une hypothèse intrigante. Lorsque l'iconographie de Kawil montrait des émanations de fumée et de feu depuis son front, elle pourrait représenter les planètes Jupiter ou Saturne, voire les deux simultanément. Cela suggérait que le compte de 819 jours pouvait être d'une certaine façon relié à ces astres. Les recherches se sont alors orientées vers la compréhension de cette connexion potentielle. La première hypothèse formulée était que ce calendrier avait pu servir aux Mayas pour suivre les mouvements de Jupiter et Saturne. Les chercheurs ont ensuite relevé une particularité fascinante. Ces cycles semblaient correspondre aux périodes synodiques de ces planètes. Par période synodique, on entend la durée nécessaire à un corps céleste, tel qu'une planète, pour retrouver une position similaire, ou presque, vue depuis la Terre. Cependant, malgré l'intérêt de cette théorie, certains aspects restaient incohérents. Chaque planète suit une trajectoire bien spécifique, et tenter d'intégrer plusieurs d'entre elles dans une période de 819 jours posait problème. En clair, ce système calendérique en 4 parties, assorti de son code de couleurs, s'avérait trop limité pour coïncider parfaitement avec les périodes synodiques des planètes visibles. Il semble donc que nous soyons revenus à la case départ. Ce mystère a déconcerté les spécialistes pendant des décennies, jusqu'à ce qu'en 2023, une nouvelle approche vienne tout remettre en question. Les chercheurs ont compris qu'ils devaient changer de perspective. Au lieu de considérer ces 819 jours comme une unité fixe de temps, ils devaient envisager ce nombre comme une série de chronologies. Ainsi, cette période ne serait qu'un fragment d'un calendrier infiniment plus vaste. Comme évoqué précédemment, ce cycle semblait être conçu pour suivre la période où une planète devenait visible depuis la Terre. Pour démontrer que ces 819 cycles représentaient des chronologies et non des jours à proprement parler, les chercheurs avaient besoin d'une planète qui pourrait servir de point de référence afin de confirmer leur hypothèse. Dans ce cas, la planète clé était Mercure, et cela pour une raison assez évidente. La période synodique de Mercure est de 117 jours, ce qui s'intègre parfaitement dans le calcul du calendrier. Si l'on divise 819 par 117, on obtient 7, un nombre entier. Mercure est ainsi la seule planète visible dont le cycle synodique corresponde parfaitement à cette période en chiffres ronds. Une fois ce point de départ solide établi, il restait à élargir le calendrier. En étendant sa durée à 20 périodes de 819 jours, un schéma cohérent a commencé à apparaître. Et, comme par magie, tous les cycles synodiques des planètes venaient s'intégrer parfaitement dans ce système. Par exemple, la période synodique de Saturne, qui est de 378 jours, s'aligne parfaitement après 6 cycles de 819 jours. Vénus, quant à elle, s'aligne tous les 5 cycles, Jupiter tous les 19 cycles, et Mars, nécessitant la plus longue période, s'ajuste tous les 20 cycles. En résumé, il faut environ 45 ans pour que Mars s'aligne avec les périodes synodiques de toutes les planètes visibles. C'est ainsi que les chercheurs ont conclu que cette ancienne civilisation ne faisait pas référence à des jours, mais à des chronologies. Les astronomes mayas avaient conçu ce décompte comme une composante d'un système calendaire plus complexe, comprenant 20 périodes. Cela soulève néanmoins une question. Pourquoi l'étude des périodes synodiques était-elle si cruciale pour les Mayas ? Nous ne disposons pas encore de réponses détaillées sur ce calendrier énigmatique. Mais il est certain que les Mayas accordèrent une grande importance à l'influence du cosmos sur leur vie quotidienne. Ils cherchèrent peut-être à comprendre comment les mouvements des planètes visibles s'harmonisaient avec leurs autres systèmes calendaires. Ce système n'est toutefois qu'une facette de l'extraordinaire compréhension astrologique des Mayas. Leur savoir allait bien au-delà de l'utilisation des cycles astrologiques pour l'agriculture.
Ils possédaient également des connaissances d'une précision remarquable, comme celle de prédire les éclipses solaires. Les archéologues estiment que le lien entre les Mayas et les étoiles se manifeste dans les vestiges de leur civilisation. Un exemple célèbre se trouve dans la pyramide de Chichén Itzá, située dans la péninsule mexicaine du Yucatan. À la base de son escalier, on peut observer une tête de serpent sculptée dans la pierre. Mais le détail le plus fascinant se produit lors des équinoxes de printemps et d'automne, lorsque le jour et la nuit ont une durée égale. À ces moments précis, le soleil projette des ombres triangulaires sur l'escalier, donnant l'illusion d'un serpent ondulant le long des marches. Un autre exemple de l'intégration de leurs connaissances astronomiques se trouve à Tikal, au Guatemala. Cette pyramide, construite aux alentours de l'an 1 après Jésus-Christ, est considérée comme l'un des premiers complexes astronomiques des Mayas. Grâce à son orientation et son alignement minutieux, elle leur permettait de suivre et de calculer avec une grande précision les solstices et les équinoxes. Les Mayas étaient de chevronnés observateurs du ciel. De même que nous disposons aujourd'hui d'observatoires modernes dotés de dômes, ils avaient leur propre équivalent. C'est ainsi qu'on découvre El Caracol, dont le nom signifiant escargot en espagnol, se réfère à l'escalier en colimaçon situé à l'intérieur de la tour. Érigé aux alentours de l'an 906, cet édifice offrait l'emplacement idéal pour scruter les moindres changements dans le ciel et suivre les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles. Contrairement à nous, avec nos télescopes, nos satellites et nos technologies de pointe, les Mayas s'appuyaient exclusivement sur l'observation à l'œil nu, ce qui rend leurs accomplissements d'autant plus impressionnants. Vous connaissez Stonehenge sans aucun doute. Ces gigantesques blocs de pierre, mystérieusement érigés en cercle sur une plaine anglaise par on ne sait qui. Mais si le Stonehenge d'Angleterre n'était en réalité qu'une imitation d'un monument plus ancien, et si ces bâtisseurs avaient simplement traversé l'Atlantique pour reproduire ce qu'un autre peuple avait déjà accompli ailleurs? En effet, des chercheurs ont mis au jour un autre Stonehenge, immergé sous les eaux du lac Michigan. Ce lac est le foyer de phénomènes étranges et inexpliqués. On y recense de nombreuses disparitions, des crashs aériens, et désormais ceci, un antique monument submergé, qui ressemble étrangement à Stonehenge. Il nous était impossible de rester indifférents, nous devions explorer cette histoire en profondeur. Un cercle de pierre monumentale, agencé d'une manière étrangement familière. Deux anneaux y étaient visibles, un cercle externe, un autre interne, reposant à 12 mètres sous la surface. Mais il ne s'agissait pas d'un simple tas de pierres. Elles avaient été disposées là de manière délibérée, par la main de l'homme. En poussant plus loin, les chercheurs ont réalisé qu'ils contemplaient une structure vieille de plus de 9000 ans. Songez-y un instant. Ce Stonehenge, englouti dans le lac Michigan, précède les pyramides d'Égypte. Il est même antérieur au Stonehenge britannique, d'environ 4 millénaires. Ces révélations suffisaient déjà à stupéfier les chercheurs de l'Université de Northwestern Michigan. Mais cela, avant même qu'ils ne fassent une découverte encore plus étonnante. L'une des pierres présentait une gravure, un pétroglyphe discret mais net, représentant un mastodonte. Ces créatures, proches cousines de nos éléphants, ont disparu de la surface de la Terre il y a 10 000 ans. Par conséquent, ceux qui ont érigé ce Stonehenge subaquatique vivaient nécessairement à la même époque que ces animaux disparus. Cette découverte a suscité de nombreuses interrogations au sein de la communauté scientifique. Après tout, pourquoi aurait-on entrepris de disposer ces blocs de pierre au fond d'un lac? Pour commencer, les chercheurs estiment qu'à cette époque, le lac Michigan contenait beaucoup moins d'eau qu'aujourd'hui. Ensuite, il se pourrait que ce dispositif soit lié à des pratiques rituelles ancestrales des peuples autochtones. Un professeur de l'Université du Michigan a proposé une hypothèse intrigante. Selon lui, ces pierres auraient constitué une sorte de piège de chasse préhistorique. Il avance que les premiers chasseurs utilisaient cette formation circulaire comme un couloir de guidage, afin de canaliser de grands animaux, tels que les mastodontes évoqués dans les gravures rupestres, vers une enceinte plus restreinte, où ils devenaient plus faciles à abattre. Toutefois, cette théorie ne fait pas l'unanimité. D'autres estiment que ce cercle avait sans doute une signification plus spirituelle et symbolique. Pour les tribus locales, comme les Anishinaabe, les pierres ne sont pas de simples éléments minéraux. Elles sont des entités vivantes, porteuses d'une énergie sacrée, et incarnent un lien profond entre la terre et tous les êtres vivants.
Un ancien de cette communauté a même déclaré que ces pierres étaient sacrées, disposées là par leurs ancêtres pour rendre hommage à la Terre et aux créatures qu'elle abrite. Les scientifiques s'efforcent d'étudier cette structure rocheuse en profondeur, à environ 12 mètres. C'est là que réside le principal obstacle. Son immersion complique les recherches, d'autant qu'ils ne disposent pas des équipements les plus performants. Les outils classiques de l'archéologie s'avèrent peu adaptés à un environnement subaquatique. Toutefois, des technologies prometteuses, telles que la photogrammétrie stéréoscopique, qui permet de concevoir des modèles tridimensionnels d'un site, offrent aux chercheurs de nouveaux moyens d'analyse. Malgré cela, les investigations demeurent lentes et onéreuses, et nul ne sait quand ce mystère trouvera enfin réponse. Comme évoqué précédemment, le lac Michigan est un véritable foyer de phénomènes inexpliqués. Son lit est parsemé d'épaves, comme celle du Thomas Hume, une solide goélette américaine. Il recèle également des débris d'avions disparus de manière soudaine alors qu'ils survolèrent la zone, à l'image du vol 2501 de Northwest Airlines, qui s'est volatilisé dans les années 50. Certains désignent même cette région sous le nom de « triangle du lac Michigan », évoquant la possibilité d'activités paranormales semblables à celles que l'on impute au célèbre triangle des Bermudes. Le lac s'étend sur plus de 57 000 km², ce qui correspond à près des 2/3 de la superficie de l'Irlande. En 2024, les scientifiques sont parvenus à accéder à un autre mystère enfoui dans les profondeurs du lac Michigan, l'épave de la goélette Margaret A. Muir. Ce voilier de 40 mètres avait sombré il y a plus de 130 ans. La découverte a été rendue publique tout récemment par la Wisconsin Underwater Archaeology Association, ou WIA, dont l'équipe a localisé l'épave à 15 mètres de profondeur, non loin du rivage d'Algoma, dans l'état du Wisconsin. Construite en 1872, le Margaret A. Muir était une goélette à 3 mâts, conçue pour acheminer des cargaisons lourdes à travers les grands lacs. Son dernier voyage avait débuté comme une simple traversée de routine. Chargée de sel en vrac, elle avait quitté Bay City, dans le Michigan, à destination de South Chicago, dans l'Illinois. Mais le 30 septembre 1893, le périple a tourné au drame. Alors que le Muir approchait la ville d'Annapé, aujourd'hui connue sous le nom d'Algoma, une violente tempête s'est brusquement levée. Le navire a rapidement commencé à prendre l'eau. Le capitaine a donné l'ordre à son équipage de l'abandonner et, heureusement, tous ont réussi à regagner la rive sains et saufs. Durant plus d'un siècle, l'épave est demeurée intacte au fond du lac, son emplacement demeurant inconnu. Mais grâce à une combinaison de recherches historiques et à l'utilisation de sonars haute résolution, les chercheurs ont fini par localiser l'épave en mai de l'année dernière. Elle est remarquablement préservée, certaines sections du pont et de l'équipement étant encore visibles. Un peu plus à l'ouest, au fond du lac Mendota, près de Madison, dans le Wisconsin, des chercheurs ont mis au jour une autre découverte spectaculaire. Ils y ont trouvé 11 canoës anciens. Selon eux, le plus vieux d'entre eux remonterait à environ 2500 avant notre ère. Si cette découverte ne vous semble pas majeure, c'est sans doute parce que vous l'abordez avec une perspective contemporaine. Aujourd'hui, une autoroute typique du Midwest serait remplie de pick-up. À l'époque, en revanche, seuls des canoës sillonnèrent la région. Ils constituaient le principal moyen de transport des cultures autochtones, utilisés aussi bien pour la pêche en eau profonde que pour le commerce et les trajets de longue distance. Ce qui a tant enthousiasmé les scientifiques, c'est qu'ils n'avaient encore jamais trouvé de preuves concrètes de l'usage des canoës dans cette région à l'époque. Et pour comprendre les cultures locales ayant occupé ces terres durant cette période, il leur fallait absolument obtenir des données sur leurs moyens de déplacement et d'échange. Cette découverte enthousiasmante a été rendue publique en mai 2024 par la Société historique du Wisconsin. Le premier canoë, que les chercheurs estiment vieux d'environ 1200 ans, a été extrait du lac en 2021. Un second a été mis au jour l'année suivante. Et à présent, des plongeurs ont repéré au moins 11 autres embarcations le long de ce qui fut jadis une ancienne rive, aujourd'hui totalement submergée. Une théorie suggère que ces canoës auraient été volontairement immergés pour éviter qu'ils ne gèlent ou ne se déforment durant l'hiver. Il se pourrait qu'on les ait entreposés au même endroit pendant plusieurs générations. Ou bien que ce site ne représente qu'une partie d'un peuplement bien plus vaste. Les historiens envisagent même la possibilité qu'un ancien village repose sous les eaux. Des plongeurs ont déjà mis la main sur des outils en pierre, comme des lestes à filets de pêche, mais le village en lui-même n'a pas encore été localisé.
En réalité, même si les grands lacs accaparent souvent toute la lumière, les scientifiques rappellent que des lacs plus modestes, comme Mendota, ont aussi leur lot de récits. La Société historique du Wisconsin collabore étroitement avec les Premières Nations pour mieux reconstituer l'histoire de ce plan d'eau. Et croyez-le ou non, il existerait un troisième Stonehenge, niché sous les eaux du lac de Constance, en Suisse. Considérez-le comme une sorte de cousin aquatique du célèbre site anglais. Les archéologues ont commencé à l'identifier dès 2015, en découvrant une ligne de 170 cairns en pierre, manifestement d'origine humaine, reposant au fond du lac. Selon les scientifiques, il s'agirait très probablement d'un projet mené par plusieurs villages. Et le site des cairns aurait été utilisé à des fins collectives. Il faut dire que les structures sont impressionnantes. Certaines s'étendent sur une dizaine de mètres de large et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. La découverte la plus stupéfiante à ce jour, c'est que le site daterait d'environ 5500 ans, soit à peu près la même époque que la construction du tout premier Stonehenge. Ce qui les rapproche, ce sont notamment leurs dates de création et les caractéristiques spécifiques de ces monuments de pierre agencés en cercle. Les scientifiques en savent encore peu sur ce site, mais pour ma part, j'y vois un motif qui semble se répéter un peu partout à travers le globe. Pas vous? C'est comme si l'archéologie s'était récemment éveillée, avec l'ambition soudaine d'enflammer l'actualité par des révélations capables de transformer notre vision du passé. De la découverte de fossiles de dinosaures en Iowa, à la traduction de mauvais présages gravés sur des tablettes babyloniennes, l'histoire révèle plus de secrets qu'elle ne l'a jamais fait. Lorsque le Vésuve entra en éruption en 79 de notre ère, il figea la cité dans le temps. Certaines des découvertes les plus marquantes furent profondément émouvantes, comme cette femme parée d'un bracelet d'or, tenant un enfant dans ses bras, ou ses 2 sœurs étreintes par la peur. C'était du moins l'interprétation des scientifiques. En 2024, des analyses ADN de pointe ont remis en cause ces lectures anciennes. La mère de la maison du bracelet en or s'est avérée être un homme arborant un bracelet de 30 carats. Quant à l'enfant, il n'existait aucun lien de parenté entre eux. Et les 2 sœurs? L'une était en réalité un homme, l'autre reste une énigme. Certains pensent à un couple, mais la vérité demeure enfouie dans les méandres du temps. En parlant de réécrire l'histoire, une autre découverte bouleversante nous vient de la Babylone antique. Des archéologues ont récemment déchiffré des textes vieux de 4000 ans qui se sont révélés porteurs d'annonces particulièrement funestes. Ces textes, que l'on pense originaires de Sippar, ville proche de l'Euphrate dans l'actuel Irak, évoquent les éclipses lunaires, ces moments où l'ombre de la Terre obscurcit la Lune, que les Babyloniens considéraient comme de mauvais présages. Une éclipse pouvait annoncer des fléaux, des pénuries, voire l'effondrement du royaume. Mais l'aspect le plus surprenant est que les Babyloniens avaient mis au point des stratégies pour contrer ces mauvais augures. Ils convoquèrent des prêtres pour accomplir des rituels, ou consultèrent des oracles pour obtenir conseil. Ces anciens astrologues prenaient leur fonction très au sérieux. Il ne s'agissait pas seulement d'observer les astres, mais bien de protéger le royaume. Auguste, premier empereur de Rome, n'était sûrement pas un personnage anodin. Les archéologues avaient déjà mis au jour les vestiges de ces luxueuses villas, lieux de fête et de pouvoir. Mais ils pensent désormais avoir localisé l'endroit où il aurait été inhumé. Aux abords de Naples, une structure ancienne a été découverte sous les fondations d'une villa. On y a trouvé un dispositif similaire à un système de chauffage moderne, sans doute destiné à alimenter des thermes. Des rayons entiers d'amphores suggèrent que l'endroit aurait été reconverti en lieu de culte. Bien que la nature exacte des lieux demeure incertaine, s'il s'agissait de la dernière demeure d'Auguste, l'impact sur notre compréhension de l'histoire serait majeur. Tandis que la Rome antique continue de livrer ses secrets, les fameuses lignes de Nazca au Pérou dévoilent elles aussi des aspects ignorés. Ces géoglyphes monumentaux, façonnés il y a plusieurs millénaires, n'avaient été explorés qu'en partie. Jusqu'à maintenant. Des chercheurs ont entraîné une intelligence artificielle pour analyser 630 km² de terrain. Grâce à cet outil, ils ont identifié plus de 300 nouveaux dessins, incluant des lamas, des silhouettes humaines et des visages étranges. L'algorithme, initialement conçu pour décrypter des manuscrits calcinés du Vésuve, a permis de doubler le nombre de motifs connus. L'histoire ancienne entre ainsi dans l'ère numérique. En Bulgarie, des archéologues ont fait une trouvaille inattendue dans un lieu peu propice à l'émerveillement.
un égout. En 2024, les chercheurs ont exhumé une statue en marbre de 2 mètres de haut représentant Hermès, le dieu grec des voyageurs et du commerce, parfaitement conservée sous plusieurs couches de terre. Selon les experts, la statue aurait été dissimulée après un tremblement de terre survenu en 388 après Jésus-Christ, qui avait gravement endommagé la ville. En cette période, le paganisme reculait tandis que le christianisme s'imposait comme religion officielle de l'Empire romain. Nombre d'idoles furent détruites. Mais il semble que certains habitants aient choisi de préserver leurs dieux en les cachant sous terre. Explorer le lit de la Tamise s'apparente à fouiller sous votre lit, mais en nettement pire. Ce fond boueux regorge d'objets abandonnés, parmi lesquels une police de caractère légendaire. Au début du XXe siècle, 2 hommes inventèrent la police de caractère Dove, destinée à l'impression d'ouvrages raffinés. Mais à la suite d'un conflit violent, l'un des créateurs jeta l'ensemble des caractères métalliques dans le fleuve. Un siècle plus tard, en 2014, un designer désireux de ressusciter cette typographie se lança dans une quête. Et, en 20 minutes à peine, il retrouva les premières lettres. Grâce à l'intervention de plongeurs, d'autres furent récupérés. Certains de ces caractères ressuscités sont désormais visibles dans un musée. Il ne se passe pas grand-chose dans l'Iowa, ce qui explique pourquoi la découverte d'un squelette de mastodonte vieux de 13 000 ans a fait sensation. En 2022, un chercheur a reçu la photo d'un fémur géant, probablement issu d'un animal préhistorique. Il a fallu 2 années entières pour réunir les fonds nécessaires à l'excavation. Mais en 2024, les archéologues ont enfin pu commencer les fouilles. En 12 jours, ils ont exhumé un crâne de mastodonte remarquablement bien conservé. Une première pour un État du Midwest. Voilà une découverte qui aurait de quoi rendre jaloux Indiana Jones. Et pour cause, elle a eu lieu à Petra, l'ancienne cité jordanienne visible dans l'un des films. Sous le trésor de Petra, les archéologues ont mis au jour une chambre vieille de 2000 ans contenant au moins 12 squelettes ainsi que des objets en bronze et en fer. Construite par les Nabatéens, cette pièce offre de nouvelles perspectives sur leur rituel funéraire encore très mal connu. L'un des éléments les plus étonnants, un calice en céramique que l'un des squelettes serrait dans ses mains. Au Pérou, les archéologues ont fait une découverte qui bouleverse les manuels d'histoire. Une souveraine précolombienne. Sur le site vieux de 16 siècles de Pañamarca, les scientifiques ont mis au jour une salle du trône ornée de fresques éclatantes. On y voit des femmes en train de filer ou de tisser, des hommes portant la couronne, et même une femme couronnée en train de s'adresser à un homme oiseau. Cette découverte laisse penser que les femmes moches n'étaient pas que des figures religieuses, mais qu'elles détenaient également un véritable pouvoir politique. Les micro-maisons sont un concept très actuel, mais les archéologues pensent en avoir trouvé une version antique à Pompéi. Contrairement aux demeures romaines traditionnelles, avec leur vaste atrium destiné à recevoir, celles-ci n'en possédaient pas. En revanche, elles regorgeaient d'œuvres d'art. À l'intérieur, on a découvert un autel décoré de peintures représentant rapaces, moineaux, serpents et plantes. L'autel abritait aussi des objets rituels comme une lampe et un brûleur d'encens, ce dernier contenant encore des résidus d'herbes parfumées. En 2021, des chercheurs explorant le fond de la mer Baltique ont découvert un mur de pierre gigantesque dissimulé sous l'eau. Long de 2,5 km, le Blinker Wall pourrait bien être la plus ancienne construction humaine d'Europe. Situé à 20 mètres de profondeur, il se compose de quelques 1400 petites pierres. Agencé entre 300 énormes blocs rocheux pesant jusqu'à 142 tonnes. Daté de plus de 10 000 ans, le Blinker Wall est plus ancien que Stonehenge ou les pierres de Karnak. Il aurait été bâti à une époque où la zone n'était pas encore submergée. Les scientifiques pensent qu'il servait à la chasse aux rennes, en guidant les animaux vers un lac où ils pouvaient être capturés. Ah, et puis, il y a cette dalle de granit découverte dans la région d'Abydos, en Égypte. On pensait d'abord qu'elle appartenait à 2 dignitaires influents de l'Égypte antique, mais de récentes recherches ont révélé qu'il s'agissait en fait d'un fragment du sarcophage du pharaon Ramsès II, l'un des pharaons égyptiens les plus renommés. Un chercheur a identifié sur cette dalle une gravure précieuse, mentionnant le nom de Ramsès II. Ce grand roi a gouverné l'Égypte il y a plusieurs millénaires. Et après sa mort, son tombeau a été pillé,
entraînant plusieurs déplacements de sa dépouille et de ses objets funéraires. Cette découverte indique que certains biens de Ramsès sont resservis après le saccage de sa sépulture. Elle illustre aussi le fait que les tombes de l'Égypte antique faisaient souvent l'objet de pillages, les objets précieux qu'elles contenaient étant ensuite remis à profit. Tout récemment, un événement inattendu a eu lieu lors d'une fouille menée à Norton Disney, en Angleterre. Alors qu'un bénévole du club local d'histoire et d'archéologie recherchait des pièces anciennes et des broches, il a mis au jour un étrange dodécaèdre romain. Ce petit objet creux, composé d'un alliage de cuivre et présentant 12 faces pentagonales, était enfoui depuis 1700 ans, mais son état de conservation était étonnant. Plus de 30 spécimens similaires ont été retrouvés au Royaume-Uni, sans que personne ne sache avec certitude à quoi ils servaient. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'outils de mesure ou de calendrier, tandis que d'autres y voient des objets rituels. Le groupe de Norton Disney estime pour sa part que ces dodécaèdres étaient probablement des symboles liés à des cérémonies religieuses, car la plupart ne présentent aucun signe d'usure lié à un usage quotidien. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut.
surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues?
Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. Tu as enfilé ta jolie parka beige, tes instruments sont soigneusement emballés, et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter une ou deux inventions intéressantes pour survivre. Comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architectes. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites, autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de ce qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui. Les desert kites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 desert kites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est. Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces mustatil. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud, parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique. Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret-Ezouat, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres.
Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert? Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées, des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non? Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option? Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables. Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert. D'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que CS Conserve était d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y aient campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne, utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaré, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments. Ces structures sont appelées Djedar. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Djedar ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments, ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des couloirs semblables à des labyrinthes, qui donnaient accès à plus de 20 chambres différentes. Il faudrait jusqu'à 2 heures pour s'y promener de long en large. Et apparemment, nos ancêtres ont également utilisé ces murs pour représenter des animaux et des scènes de chasse. Il n'y a cependant aucune preuve absolue de l'usage que l'on faisait de ces Djedar, hormis leur fonction funéraire. En attendant, je suis sûr que les déserts de notre monde regorgent de bien d'autres mystères qu'il nous appartient encore de découvrir. On se reverra donc une prochaine fois pour continuer nos explorations. Il existe un site archéologique remarquable près de Saint-Louis, dans le Missouri, dont peu de personnes ont entendu parler. Nommé Cahokia, il fut jadis une métropole florissante abritant jusqu'à 2000 habitants au cours du XIe siècle. Ce lieu est parsemé d'imposants tertres de terre façonnés à la main, dont le plus monumental subsiste encore aujourd'hui au Cahokia Mound State Historic Site. Bien que de nombreux aspects de cette civilisation demeurent mystérieux, les chercheurs ont pu en reconstituer certains éléments grâce aux vestiges mis au jour. Parmi ces découvertes figuraient des dents particulièrement anciennes. Leur analyse détaillée a révélé que Cahokia accueillait une grande diversité de peuples autochtones. Environ un tiers des habitants provenaient d'autres régions du centre du continent, ce que les scientifiques ont déterminé en étudiant la composition chimique des dents retrouvées. Fait remarquable, l'agencement des monticules indique que Cahokia était une ville conçue avec une organisation précise et non une simple juxtaposition de villages.
Les élites résidaient au sommet de ces structures, tandis que le reste de la population occupait d'autres habitations. Il est fascinant d'imaginer que cette cité abritait des activités variées, telles que l'agriculture, la chasse, l'exploitation du bois, la poterie et le tissage. Au cœur même de Cahokia, se dressait un monticule colossal d'environ 30 mètres de hauteur, entouré d'une vaste palissade en bois. À l'intérieur de cette enceinte se trouvait le centre névralgique de la ville, comprenant une grande place ouverte. Les archéologues estiment que cette dernière avait été conçue pour symboliser les 4 points cardinaux. On pourrait croire que ceux qui l'ont bâtie cherchaient à créer un lieu en parfaite harmonie avec l'univers. Le centre de Cahokia était le cœur des cérémonies et des rassemblements majeurs, et son importance était telle que des visiteurs extérieurs venaient spécialement pour y assister. Le destin de cette cité demeure incertain. Certains avancent que son effondrement serait dû à une déforestation excessive, ayant perturbé l'équilibre naturel. D'autres spécialistes contestent cette hypothèse, soulignant que la qualité des sols était encore préservée après l'abandon de la ville. Les premiers colons n'étaient pas encore arrivés à l'époque, écartant ainsi toute influence de leur part. Une autre théorie évoque des conflits avec des communautés voisines, qui auraient précipité son déclin. Aujourd'hui, plus de 65 tertres sont encore visibles, et il est même possible d'escalader le plus imposant d'entre eux. Ce site exceptionnel pourrait bientôt obtenir le statut de parc national. Une raison de plus de le découvrir avant qu'il ne devienne une destination trop prisée. Mohenjo-Daro est une autre cité antique disparue qui demeure entourée de mystères. Située dans l'actuel Pakistan, elle connut son apogée durant l'âge du bronze et se distinguait par son niveau d'avancement remarquable. Son réseau d'adduction d'eau et son architecture sophistiquée surpassèrent de loin ceux des autres villes de l'époque. Pourtant, elle demeure bien moins célèbre que les grandes cités antiques d'Égypte ou de Mésopotamie. Plus énigmatique encore, son abandon soudain, dont la cause reste encore inconnue. Bien que la ville ait été mise au jour en 1911, les archéologues mirent du temps à saisir toute son importance. Les fouilles révélèrent notamment un système d'assainissement avancé, comprenant plus de 700 puits, des bains privés ainsi que de vastes thermes publics. De manière impressionnante, même les habitations individuelles disposaient de toilettes reliées à un réseau d'égouts fonctionnels qui s'étendait à travers la ville. Mohenjo-Daro était également un centre commercial dynamique, produisant des poteries raffinées, des bijoux et des figurines qui s'exportaient à travers toute la région. Malgré cette sophistication, la raison de son abandon reste inconnue. Certains suggèrent que des changements dans le cours du fleuve Indus auraient pu être un facteur déterminant. Quant aux inscriptions laissées par ses habitants, elles restent indéchiffrables, même pour les experts les plus aguerris, compliquant encore davantage la reconstitution de son histoire. Avez-vous déjà entendu parler du village perdu de Kolmanskop? Autrefois, il s'agissait d'une petite colonie établie au cœur du désert du Namib. Selon la légende, elle tiendrait son nom d'un certain Coleman, qui se serait enlisé dans les dunes avant de disparaître à jamais. Toutefois, ce n'est pas là l'aspect le plus curieux. En 1908, un cheminot découvrit une pierre brillante et la montra à son chef d'équipe, qui s'avéra être un minéralogiste amateur. Après analyse, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un diamant. Rapidement, Kolmanskop devint la ville la plus prospère d'Afrique et l'un des endroits les plus riches au monde. On y trouvait de luxueuses maisons, une école, un hôpital et même une usine à glace destinée à approvisionner les garde-manger. L'hôpital était équipé de la toute première machine à rayon X d'Afrique australe, supposément employée pour s'assurer que les ouvriers ne tentaient pas d'avaler des diamants en douce. Mais dès la fin des années 20, la découverte d'un autre gisement diamantifère à proximité entraîna le déclin de Kolmanskop. Peu à peu, ses habitants partirent en quête de nouvelles opportunités, laissant derrière eux une ville déserte. En 1938, l'ensemble des équipements industriels fut déplacé vers le sud, condamnant Kolmanskop à l'oubli. Son dernier habitant quitta les lieux entre 1956 et 1960. Cependant, le climat aride a permis une remarquable conservation des bâtiments
transformant cette cité fantôme en un site prisé des visiteurs. Vous avez certainement entendu parler du Machu Picchu, cette fascinante cité antique située au Pérou. Perchée sur les hauteurs vertigineuses des Andes, elle s'étend sur une vaste superficie et surplombe les vallées environnantes. Son importance historique et son architecture lui valent d'être classée parmi les merveilles du monde moderne. Toutefois, son véritable usage reste un mystère. Bien qu'elle ait pu abriter jusqu'à 750 personnes, les traces humaines y sont limitées. Certains avancent qu'il s'agissait avant tout d'un lieu spirituel ou cérémoniel, tandis que d'autres le voient comme un luxueux centre de villégiature destiné à l'élite inca. La présence de vastes terrasses suggère une fonction agricole expérimentale ou un rôle commercial. Une autre hypothèse, plus surprenante, évoque l'éventualité d'une prison en raison de la découverte d'un espace ressemblant à une cellule. Il est intriguant de constater qu'aujourd'hui encore, les archéologues et les historiens peinent à comprendre comment cette cité a été édifiée. Saviez-vous que les Incas n'auraient probablement pas utilisé de roues pour transporter les matériaux? Pourtant, d'énormes blocs de granit ont été hissés jusqu'au sommet escarpé des Andes, alors même que leur poids était considérable. Certains estiment que des centaines d'ouvriers unissèrent leurs forces pour faire progresser chaque roche jusqu'au sommet. Les gigantesques pierres du Machu Picchu sont si parfaitement ajustées qu'aucune fissure n'est visible entre elles. Ce détail remarquable confère à la structure une incroyable résistance au séisme, un atout majeur dans un pays comme le Pérou, sujet aux secousses telluriques. Mais comment ces blocs parviennent-ils à rester en place malgré les séismes? Ils subissent en réalité de légers déplacements avant de retrouver spontanément leur position d'origine, donnant l'impression d'une danse naturelle. Certains avancent que des cales en bois humidifié auraient été employées pour stabiliser les pierres, mais cette hypothèse semble peu compatible avec l'ampleur des constructions. Les bâtisseurs du Machu Picchu semblent également s'être passés de bêtes de somme et d'outils en fer. Ils ont dû façonner et assembler chaque élément à la seule force de leurs mains. De surcroît, la citadelle repose sur une faille tectonique, ce qui a nécessité le déplacement de vastes quantités de roches et de terre afin d'aplanir le terrain. On pense même que la véritable prouesse se cacherait sous la surface, où des fondations profondes et un ingénieux système de drainage assurent la stabilité du site. D'ailleurs, un réseau hydraulique souterrain, jusque-là inconnu, a récemment été mis au jour grâce à la numérisation 3D. Les Incas n'utilisèrent pas de mortier pour assembler les blocs de granit, mais leur travail était si précis qu'il est impossible d'y glisser une feuille de papier. Une hypothèse suggère que les artisans employaient des outils de pierre constitués de matériaux plus durs que les blocs façonnés.